Salut à tous, c'est devenu une tradition, comme il existe le bain de Noël, la fête des mets, le carnaval ou le coup de canon de midi, eh bien il convient désormais d'ajouter à Nice un autre rendez-vous incontournable sur le calendrier. Je veux bien sûr parler du vol à Lyon pour la 3e saison consécutive. Après hélas d'autres épisodes plus lointains, les Aiglons sont repartis de la capitale des Gaules avec un profond sentiment d'injustice dû à un arbitrage catastrophique et à sens unique. Alors certes, dimanche dernier, dans le fief de Guignol, les Rouges et Noirs ont souvent donné le bâton pour se faire battre, mais Monsieur De Chépy a chippé aussi les espoirs du gym de se voir accorder un penalty que même Gilbert Montagnier et Stevie Wonder auraient sifflé. Et si la commission des arbitres a fini par reconnaître une seule erreur de l'homme en noir, le mal est fait et on se demande encore aujourd'hui à quoi peut bien servir l'arbitrage vidéo face à tant d'incompétence teintée peut-être d'une dose de malhonnêteté. Bienvenue sur le plateau de Gym Tonic, l'émission dont le nouveau slogan est « Je vais rester sur Papeno, GG ». Et pour m'accompagner cette semaine, Leandra Iacono. Salut Leandra. Salut Mika, t'as été fort, bravo. William Bercé. Salut Will. Salut Mika, t'es sûr que Stevie Wonder et Gilbert Montagnier aiment le foot? J'en suis certain. Ok. Bon. Et Vivien Seller est aussi avec nous. Salut Vivien. Mika. Il n'y a pas Papeno, c'était une très belle émission de radio, d'ailleurs, pour aller sur ce que tu disais. Et nous avons l'honneur, cette semaine, de recevoir sur ce plateau le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, ancien responsable du centre de formation de l'OGC Nice. Je veux bien sûr parler de Laurent Bonadei. Salut Laurent. Bonjour. Comment Merci. tu vas? Très bien. Bon, on va parler un petit peu de cette équipe de France féminine avec ce match face à l'Espagne, à Nice en particulier, dans tes nouvelles fonctions. On parlera de tout ça évidemment en milieu d'émission. Mais au sommaire aussi de ce Gymto, nous reviendrons bien sûr donc sur cette défaite à Lyon et toutes les polémiques qui ont suivi. Nice est-il arbitré comme les autres? Ce sera la question du pour-contre. Le focus concernera la charnière centrale Abdelmonem Bombito en détresse dans le Rhône. Et puis dans la deuxième partie de ce Gymto, nous évoquerons le match de samedi face au Havre avec le retour de Didier Digard à l'Alliance Riviera. Vivien lui consacrera d'ailleurs son Souviens-toi tout à l'heure. On démarre donc ce Gym Tonic avec cette défaite 4-1 qui a beaucoup fait parler depuis dimanche. William, tu étais au Groupama Stadium. Est-ce que ta colère est redescendue? Non. Non, ouais, c'est sûr. Non, vraiment, parce que c'est vraiment c'est la première fois que je mets 0 à un arbitre. Là, je pouvais pas faire autrement parce que franchement, comme je l'ai écrit, j'ai vu de l'incompétence et j'ai même vu de la malhonnêteté chez cet arbitre. Et malheureusement, les jours suivants, si je suis pas redescendu, c'est que les jours suivants m'ont apporté encore plus d'eau à mon moulin. Quand j'entends d'abord les explications de M. De Chépy à la vidéo, qu'on regardera tout à l'heure. Hein. Ubuesque, lunaire. Et quand après j'entends aussi, on en reparlera avec Vivien, des explications en off de Monsieur Deschépy, encore plus lunaire. Donc je pense que ce monsieur était complètement déconnecté ou alors complètement malhonnête. Mais il y a quelque chose là-dessous. Malheureusement, le côté qui me laisse penser à la malhonnêteté, c'est que c'est la 4e fois de fil qu'à Lyon ça se passe mal. Surtout l'année dernière c'était déjà pas mal avec Monsieur Turpin qui avait fait en plus coup double en suspendant Dante pour ce déplacement où il fait n'importe quoi, et là De Chépy c'est folklorique parce qu'il y a au moins 4 actions on va les revoir, et surtout ça change tout le match en fait. C'est pour ça que je mets 0 à l'arbitre, parce qu'on dit qu'un bon arbitre on ne doit pas le voir pendant la rencontre, sauf que là on n'a pas vu un match de football, on a vu un spectacle de majorette avec un monsieur qui avait un sifflet et qui faisait tout et n'importe quoi, et donc il annule des buts. Donc normalement Nice doit mener 2-1 et se retrouve toujours mener 3-1 sur un but en plus qui doit être refusé. Et quand ils ont la possibilité, c'est toujours la possibilité de revenir à 3-2, non, c'est refusé et ça fait 4-2, 4-1 sur un penalty qu'on peut ne pas siffler aussi. Donc en fait tout allait dans le même sens et donc c'était ubuesque, donc c'était pas un match de football. Donc Monsieur De Chépy, franchement, j'aimerais plus le revoir sur un terrain. Toute la France du football, Laurent s'est demandé un petit peu ce qui s'est passé ce soir-là, quoi. J'imagine toi aussi. Oui, c'est vrai. Bon, moi j'étais avec les joueuses, j'ai pas vu le match en direct, mais pour préparer l'émission, j'ai regardé les highlights. Et c'est vrai que tout le monde se mettra d'accord sur le fait qu'il y avait penalty, puis l'arbitre a reconnu son erreur. Mais c'est vrai que ça fait mal quand même. Ça fait mal. On va regarder justement les actions litigieuses de cette rencontre entre Nice-Lyon à travers des petites images. Et ça commence évidemment par ce premier but refusé à Nice pour une faute
au préalable de Pablo Rosario, qui intervient quand même une dizaine de secondes avant la conclusion de l'action. On va voir l'image sur Pablo Rosario. Voilà cette petite obstruction au départ de l'action. Et là, Léandra, l'arbitre, enfin en tous les cas la VAR, est allé revisionner donc jusque-là, alors que personne ne demandait rien, finalement. On croyait même peut-être qu'il regardait s'il y avait une position de hors-jeu ou pas, alors que pas du tout. Donc le but de Guessant est refusé pour cela. En fait, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que la direction technique de l'arbitrage revienne aussi sur cette situation dans son débriefing, parce qu'on a eu le débrief sur le pénalty non sifflé pour Guessant, mais là, en fait, on ne sait pas ce qui a poussé, ce qui a motivé cette décision, à part voilà, le fait de revenir 15 secondes au début de l'action à 40 mètres des buts. Après, on en parlait en off aussi, est-ce que si dans l'autre sens ça avait été sifflé, ou en tout cas contre Lyon, qu'est-ce qu'on aurait dit aussi? C'est une vraie question. On va avoir un exemple tout à l'heure. Deuxième action litigieuse pour ce match entre Nice et Lyon, eh bien, c'est évidemment le but inscrit par Alexandre Lacazette avec cette petite poussette dans le dos. Alors, c'est pas non plus la faute de l'année, bien sûr, mais ça suffit à Alexandre Lacazette eh bien, pour prendre le meilleur sur Nandjou. Là, on le voit sur un arrêt sur image. Et ça rejoint donc ce que tu viens de dire, Léandra, et je vais donner la parole à Vivien sur ce coup-là. Dans un sens, c'est sifflé, on revient 15 secondes avant sur la faute de Rosario. Et là, sur le but, parce que c'est vraiment sur le but, personne n'a rien dit, personne n'a rien vu. Ouais, en fait, déjà, c'est le manque de cohérence. Si à la limite, tu siffles pas la faute de Rosario précédemment et que tu siffles pas celle de Lacazette, c'est pas tout à fait les mêmes actions parce que là, Lacazette en bénéficie sur un but vraiment dans la foulée, mais on va dire que c'est le même genre de poussette comme tu vois 10 fois faire un défenseur central au moment d'un 6 mètres, petite poussette dans le dos. Sauf que là, encore une fois, Lacazette, il enchaîne vraiment avec le but. Mais s'il y a au moins cette forme de cohérence d'en siffler aucune ou de siffler les deux, déjà, j'aurais trouvé ça un peu plus logique. Et pour revenir sur ce que disait Léandra, dans d'autres situations, quand l'arbitre accorde un avantage, si l'équipe qui attaque n'en bénéficie pas, il ne vient pas forcément à la faute. Là, il y a eu, je crois, 15 secondes à peu près après la faute, des sauges se sont replacés. Pourquoi ils sont remontés si loin? En fait, c'est ça qui est étonnant. Je trouve que vraiment la grosse, grave erreur principale, et on en a déjà parlé, c'est le penalty. Et les autres, mises bout à bout, il y a un manque de cohérence, de logique, de compréhension sur un même match et d'un match à l'autre en plus. Mais Mika, là, il y a aussi une vraie erreur niçoise, dans le sens où tout le monde doit s'énerver dans la surface. Nandjou, il doit se plaindre. C'est terrible. T'as plus le droit, parce que maintenant, si tu te plains au niveau des arbitres, on te donne un carton jaune. Mais au moins, ça alerte, ça montre quelque chose. À un moment, il ne faut pas avoir peur aussi des conséquences. Il faut aussi se battre pour ce qu'on mérite, en fait. Après, est-ce que Nandjou, avec son jeune âge, il a peut-être pas aussi la réaction de venir monter au créneau comme on l'aurait fait Dante ou autre s'il avait subi ce genre de poussette. Là, c'est là qu'il manque à Dante aussi, peut-être capitaine, qui doit lui dire oh, il se passe un truc là. Je sais pas si ça doit reposer que sur Dante ces choses-là. Il est capitaine, il a le droit de parler en tous les cas. Je voulais pas parler parce que c'est mes arguments pour tout à l'heure. D'accord, alors on va pas dévoiler tous tes arguments. Troisième action litigieuse, bon là, on le reverra plus en détail. Eh bien, c'est le penalty non sifflé sur Evan Guessant avec donc cette cravate de Khaled Takar. On le voit pas sur l'image, mais dans le même temps, eh bien Khaled Takar écrase le pied également d'Evan Guessant. C'est sur cette faute qu'il n'y a pas péno GG, ça suffit pas. GG, c'est Jérôme Brizard qui était l'arbitre de la VAR et c'est comme ça que M. Deschépy l'a appelé sur les images de la vidéo. Et quatrième, enfin, action litigieuse, eh bien c'est ce coup de Khaled Takar, Tagliafico. De Tagliafico, pardon. J'ai fait l'erreur moi aussi dans mon compte rendu. De Tagliafico sur Mohamed Ali Chaud qui s'essuie littéralement les crampons sur Mohamed Ali Chaud, ce qui voudra d'ailleurs une blessure pour Mohamed Ali Chaud. Il sortira du terrain, il est aujourd'hui blessé aux ischios et absent plusieurs semaines dans tous les cas, et même pas de coup franc sur cette action-là. Et il y en a une autre aussi en deuxième mi-temps, Khaled Tassar cette fois, qui envoie Diop complètement valsé et il n'y a toujours rien, même pas une faute, rien. Khaled Tassar finira la rencontre sans aucun carton jaune. C'est ubuesque, mais vraiment ubuesque. Et vraiment pour sortir un petit peu de l'arbitrage, parce que Nice a perdu 4-1. Parce que après on parlera aussi des erreurs. On va dire oui, Nice pleure alors qu'ils ont perdu 4-1. Oui, mais comme je disais, l'arbitre a fait le match parce que la défense lyonnaise, mais Abdelmonem et Bambito ont été mauvais, mais j'en ai changé aucun contre Niakate ou Khaled Tassar, parce que c'était encore pire. Et en fait, au final, Nice n'a pas pu profiter de toutes ces situations avantageuses, puisque l'arbitre a tout annulé. Là, la faute que fait Khaled Tassar, elle est énorme. Et Abdelmonem ou Bambito n'ont jamais fait ce genre de faute grossière, mais elles ne sont pas sanctionnées. Bon, bah alors, Khaled Tassar, qui continue, le boucher. Difficile, Laurent, de se relever
de temps d'erreur dans un match, quand ça s'accumule comme cela, même si évidemment tu as les erreurs individuelles dans le match qui ont coûté des buts aussi, mais quand les éléments se tournent contre toi, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est tout le travail d'un staff, d'un club. Et quand il y a une accumulation de faits comme ça contre soi, c'est dur à encaisser, notamment au tout début, parce que quand il y a l'égalisation, elle vient tout de suite après. Ça fait un partout. Mm. Voilà, ça change la dimension du match aussi. Tu peux mener 2-1 du coup, derrière. Exactement, Ouais. exactement. Et donc, cette accumulation, c'est vrai que c'est un peu dommageable. Non, ce qu'il faut préciser, c'est que l'arbitre du VAR n'a pas le droit de dire au central tu t'es trompé. Ah. Voilà. C'est quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Donc, par contre, ce que fait très bien Jérôme Brizard, qui a dû pas le faire sur les autres buts, mais là, il l'a fait. Il lui expose vraiment qu'il n'est pas d'accord avec le central. Je vois cravate et je vois qu'il ne joue pas le ballon, il n'y va pas. Donc, plus clair que ça, il n'y a pas. Et Monsieur De Chépy, là, c'est le ubuesque, mais vraiment ubuesque, c'est sa réponse. Je ne préfère pas. Mais c'est quoi ce je ne préfère pas? Oui, c'est soit tu es pour, soit tu es contre. Je ne préfère pas me déjuger. Ouais. Je ne préfère pas siffler un penalty contre Lyon. Je ne préfère pas quoi, en fait. C'est pas cartésien, c'est pas oui ou non, c'est binaire. Oui, il y a faute ou Normalement, pas faute. faute, pas faute. Ouais. Là, je ne préfère pas. Ça ne veut rien dire, Monsieur De Chépy. À part que vous êtes malhonnête. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est là que c'est grotesque, mais vraiment grotesque. Au-delà de Monsieur Brizard, t'as l'impression que les deux qui sont faits, ils sont trois dans la VAR. Quand l'image arrive vraiment, les trois s'avancent d'un coup et font un off. Enfin, les trois sont interloqués dès le début. Pour eux, c'est Il n'y flagrant. a pas quoi. que Monsieur Brizard qui a l'air de pas comprendre la Et qui est décision. déjà bien placé. Hein. Il est Oui, devant c'est l'action. ça qui est fou. Il est S'il est déjà mal placé, ce à serait 2 une erreur, mètres de mais tu peux l'action. te dire il est trop loin. Je vois pas ce qui peut l'empêcher en fait, parce que au départ, en fait, au stade, on parle de main. Et C'est ça, alors vrai- là, il faut le préciser. et Vas-y, c'est vrai précise qu'avec ça. les ralentis, tu voyais pas trop. Par contre, là, avec les ralentis, je les ai épluchés, décortiqués. Il n'y a jamais main. Non, ça Et- touche la et cuisse, et le haut de la preuve- cuisse de Voilà, la de preuve, Guessant. c'est qu'au tout début de l'extrait, on entend qu'il dit probablement. Et en fait, Ils reviennent non, pas dessus. non, voilà, il n'y a pas main. Parce que ça, les Lyonnais sont un peu défendus Voilà. là-dessus sur les réseaux en Ça disant, aurait de toute pu. façon, il y a main de Guessant. Et donc, même s'il y avait main, de toute façon, la faute commence avant. Et on voit que dans La les cravate- échanges, il n'est jamais question de cette fameuse main. Voilà, la à part au cravate, de toute début, façon, la mais cravate était avant. ils en parlent plus. Mais donc, je ne préfère pas quoi. Voilà, j'ai toujours pas compris. Bon, en tous les cas, celui qui n'a pas compris non plus pour le moment, eh bien, c'est Francaise, parce qu'il n'est pas très satisfait non plus, bien qu'une seule décision ait seulement été jugée et contestée par la commission des arbitres. C'était ce matin en conférence de presse devant la caméra de Philippe Bertini. C'est toujours bien de reconnaître pour tout le monde les erreurs qu'on peut faire. Après, en effet, on a parlé d'une erreur qui était pour le coup tellement évidente, puisqu'on a même eu le volume, la VAR, et les échanges. C'est presque encore plus inquiétant. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais parce que c'est lunaire. On jouait à Lyon, mais on était sur la Lune, là, hein, sur le moment. Et après, ils sont parvenus sur les autres erreurs. Je sais juste que, par exemple, la faute de Lacazette sur Yael, ils ont juste checké le hors-jeu. Bon. Par contre, pour Pablo Rosario, ils n'ont pas checké juste le hors-jeu. Voilà, moi ça m'interroge beaucoup. Voilà. J'aurai un échange avec la commission demain. C'est une bonne chose. Mais j'ai du mal à comprendre. Et 5 jours après, j'ai toujours du mal à comprendre. Voilà donc Francaise qui ne digère toujours pas cette erreur d'arbitrage. Laurent, c'est difficile pour Francaise. Il arrive dans un club, il y a beaucoup de blessés dans sa saison, il y a ce parcours en Ligue Europa qui est compliqué, il y a cette chose-là compliquée pour l'entraîneur niçois. Oui, pas facile. Je connais bien Franck, c'est un grand professionnel, un bon coach, une belle personne. Il se donne de son énergie aussi. On a vu qu'il a eu des petits soucis passagers de fatigue. Donc cette accumulation d'événements peut exaspérer, mais je suis persuadé qu'il va rester solide, qu'il va garder le cap et qu'il va emmener cette équipe sur le bon chemin. On le sent un peu touché quand même, Will Francaise, par tout ce qui se passe autour. Là, on le voyait sur la vidéo, ouais, il accuse le coup, quoi. Franchement, ce matin, en conf, c'est là où je l'ai trouvé le plus fatigué, tombé un peu dans le fatalisme ce matin, comme je l'avais jamais vu cette saison. Et presque, en fait, c'est normal. Et c'est pas presque, c'est même. J'ai été étonné de ne pas le voir avant, dans cet état-là, vu vraiment le marasme ambiant. Chaque jour apporte sa peine. Il n'y a jamais une bonne nouvelle.
Même quand tu as un beau gars qui revient, tu en as un autre qui s'en va. Je veux dire, franchement, c'est terrible et je vais y venir après. En plus, quand tu commences à te sentir seul, ça devient pénible. Bon, avant cela, on va bien faire l'indiscret. Ça concerne les suites, justement, à donner de ce côté-là. Les suites, donc, de l'arbitrage de Monsieur De Chépy. Will, du côté de la Fédé, on a peut-être décidé de le mettre un peu en retrait, Monsieur De Chépy. Mais c'est surtout qu'en fait, déjà, on va faire un petit peu la genèse de ce qui s'est passé après la rencontre. Dès le lundi matin, en fait, le président Jean-Pierre River a contacté Anthony Gauthier, qui est le patron des arbitres français, et lui a manifesté sa grosse colère, a réclamé les images et les échanges du VAR avec le central, et a sollicité surtout une réunion dans l'après-midi téléphonique entre le collège de Ligue 1 et la commission d'arbitrage. Pourquoi ? Parce que le collège de Ligue 1, dont Jean-Pierre River est vice-président, et c'est le président Caillot de Reims qui est le président, sont là aussi pour accompagner l'arbitrage avec la commission, pour les aider à progresser. Et là, cette situation-là, l'arbitrage de Chépy a mis Jean-Pierre River hors de lui. Et dans la conversation de l'après-midi, Jean-Pierre River a été jusqu'à mettre sa démission dans la balance, en disant, puisque en fait, Démission du collège de Ligue 1. démission du collège de Ligue 1, puisqu'on ne sert à rien en fait, puisque soi-disant on est là pour accompagner l'arbitrage, mais on se fait avoir et surtout on peut pas discuter avec l'arbitre. Moi j'arrête. Et donc Jean-Pierre Caillot a été aussi dans son sens, et Jean-Pierre aussi Caillot. Hein. Bon, je sais pas. Président Caillot était dans son sens aussi, donc ça a donné une réunion plutôt positive dans ce sens-là. Et derrière, on a découlé un peu aussi des explications par rapport à Monsieur De Chépy. Pas de manière directe, mais on lui a rapporté ce que Monsieur De Chépy avait vu. Et donc Monsieur De Chépy, apparemment, il prétendait que sur ce match, il avait voulu laisser jouer et surtout ne pas siffler les fautes de haut du corps. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est ne pas siffler les fautes du haut du corps. C'est particulier. Et de deux, en plus, c'est pas cohérent puisque la faute de Rosario est une faute du haut du corps. C'est une obstruction, en tous les cas. Donc en fait, Monsieur De Chépy n'a même pas réussi à expliquer son raisonnement auprès de la Fédé ou auprès de ses interlocuteurs. Donc en fait, aujourd'hui, personne n'a compris l'arbitrage de Monsieur De Chépy. Et donc la suite, je vais laisser Vivien la raconter. Ouais, après, c'est assez courant, mais donc il était déjà a priori nommé ou nominé, je sais pas quel est le terme Nommé, exact. désigné. Désigné, c'est le bon mot. Désigné, merci, sur un ou deux matchs suivants en Ligue 1, il a été retiré et mis au vert, si on peut dire ça comme ça, et il reprendra gentiment a priori en Ligue 2, mais je crois que ça a déjà été le cas pour d'autres arbitres précédemment. Et il y aura une nouveauté a priori dans les arbitres qui sont déjà encadrés par des préparateurs physiques, dans une cellule plus ou moins performance comme les joueurs, ou cellule que Michael Landreau a intégrée il n'y a pas très longtemps pour donner la vision d'anciens joueurs, notamment d'un gardien, sur ce genre de situation. Et là, en début d'année, a priori, il y aurait un psychologue aussi qui intégrerait cette cellule pour, a priori, les aider aussi à mieux gérer, à peut-être apprendre à savoir se déjuger, travailler sur eux comme peuvent le faire des joueurs, en fait, et être meilleurs même dans ces rôles-là. Et ça pourrait effectivement être précieux pour des situations comme celle-ci, de savoir éventuellement se remettre en question et donner raison, en l'occurrence, aux arbitres du quart régie pour se déjuger s'il y a lieu de le faire, quoi. Tout ce qui est fait pour améliorer les conditions des arbitres et leur psychologie aussi, ça peut être que intéressant, Laurent, effectivement. Oui, bien sûr, il faut les encadrer. On sait bien que c'est pas facile, c'est pas un rôle facile. L'erreur est humaine. Là, ce qui est terrible, c'est qu'il y a les images qui prouvent réellement le fait. Le réel, quand tu te confrontes au réel, c'est plus dur. Voilà, et là où je comprends un peu le président dans le fait de s'énerver, c'est de se dire, au final, à quoi on sert ? Donc effectivement, il faut que toutes les parties s'entendent pour qu'il y ait un consensus qui fasse qu'il y a à progresser dans ce domaine-là. Bon. Léandra, la VAR, est-ce que c'est encore d'une utilité aujourd'hui quand on voit ce qui se passe ? C'est d'une utilité si on a des gens qui sont honnêtes, qui sont justement capables de se remettre en question. On a l'impression qu'il y a des arbitres qui sont maintenant intouchables, où il ne faut pas leur dire vous vous êtes trompé, où eux n'ont pas la capacité nécessaire et le recul pour se dire oui, on s'est trompé, alors qu'en fait c'est le but du VAR, c'est d'aider à réduire l'erreur humaine. Donc il faut accepter aussi quand on vous dit là tu es en train de te tromper, ok je me trompe et je fais confiance à la personne qui a le temps de regarder les images, de les analyser. En fait, ce qu'il faut espérer, vous avez peut-être la réponse, en tout cas je ne l'ai pas, est-ce que dans la VAR en général on met un arbitre
d'une expérience plus ou moins similaire à celle du central, parce que je me dis, est-ce qu'un jeune arbitre, je pense pas que ce soit le cas, mais C'est un arbitre pourrait- de Ligue 1, quoi qu'il voilà. arrive. Mais, ouais, Enfin, mais est-ce qu'il pourrait, voilà. par exemple, tu prends l'exemple sur des joueurs, est-ce qu'un Anjou irait dire à Dante, t'as fait une connerie, tu t'es mal replacé, Et juste- c'est difficile. Est-ce qu'il y a justement, peut-être- Par rapport à l'année dernière, et c'est Turpin, ça. on en parlait. Mais c'est ça le souci en fait. Mm. C'est que moi je comprends pas ce système où un arbitre terrain sera aussi arbitre VAR un jour, ou un moment ou un autre. Donc en fait c'est toujours parce que les arbitres se connaissent tous, Bah oui, mais ils sont en concurrence aussi. Mm. Il y a un classement à la fin de la saison. Donc moi je suis de mauvaise foi, j'ai envie un peu de savonner la planche de mon copain sur le terrain. Je joue pas le jeu, je lui signale pas quand il se trompe. Il y a peut-être des choses comme ça. Donc en fait moi ce qui me désole c'est de pas avoir des arbitres VAR et des arbitres terrain et des arbitres VAR. Pourquoi on met pas des arbitres à la retraite? Puisqu'ils sont jeunes retraités, ils arrêtent à 40 ans. Donc on peut les mettre à partir de 40 ans. Qui ont plus d'intérêt et à puis, aller qui n'ont contre. plus rien à Et perdre. peut-être Qui ont qu'on plus rien à évitera perdre. cette petite complicité. Ouais, GG, chiffre pas péno, GG. Ouais, t'es pas au bistrot du coin. là. Voilà, Mm. là on est quand même en train de parler d'un penalty dans un match de top 5 Ligue 1. Ouais. Donc le GG, c'est bon, je préfère pas, on n'est pas au bar. Hein. Donc je préférais qu'il y ait une vraie institution, donc deux castes différentes, Ouais. non pas qui se regardent en chien de faïence, mais qui ont des intérêts divergents et que chacun fasse son job de manière le plus propre possible. Ce qui est terrible dans tes propos, là, William, c'est que tu en arrives à penser qu'un arbitre puisse être de mauvaise foi. Tu dis, moi, si je suis de mauvaise foi, je vais pas l'aider, machin, et normalement. C'était mon raisonnement de te dire que Tu pour vois. moi, Monsieur Deschépy, il n'est que de mauvaise foi. J'arrive pas à trouver un autre argument pour ces décisions-là. Quand j'entends encore plus ces phrases, je ne préfère pas. Ça me confirme dans l'idée qu'il est de mauvaise foi sur ce match-là. Et que peut-être il avait peur de quelqu'un au-dessus de lui. Bon, en tous les cas, voilà ce que l'on pouvait dire sur les suites à donner du côté de Monsieur Deschépy et de l'arbitrage. On va passer au pour-contre. Ça va être notre petit moment un peu complotiste, pleureuse. On y va, le pour-contre. C'est Will que t'aimes pas ce lancement-là, le lancement un peu complotiste, pleureuse. Mais c'est vrai, est-ce que l'OGC Nice est arbitré comme les autres? C'est la question du pour-contre que cette semaine, on peut dire, oh là là, ils font que chialer ceux-là avec leur arbitrage, ils sont dans le complot. Eh ben, pourquoi pas, on va tenter de répondre à cette question avec Vivien, d'abord, nouveau dans le pour-contre. Je vais pas mettre les Niçois dans la poche aujourd'hui. Non, pour moi, l'OGC Nice est arbitré comme les autres, et c'est l'histoire de quelques matchs où les arbitres se trompent, où effectivement, pour parler un peu familièrement, tu te fais enfler. Ah Sur oui. la réunion dont parlait William avec le président River, apparemment, il y avait aussi le président Nicolin de Montpellier qui est monté au créneau même niveau que Jean-Pierre River par rapport au match contre Lille et qui se sentait lésé. Donc, il n'y a pas que le gym. Chaque club peut se plaindre sur certains week-ends avec des arbitres dans le viseur. On en parlait en off avec Leandra tout à l'heure, les supporters monégasques ont l'impression que c'est Monsieur Pignard qu'on a contre eux. À tort ou à raison, je connais pas Monsieur Pignard. Je peux pas croire qu'un arbitre rentre sur un terrain pour pénaliser un club de manière consciente et en le faisant sciemment. Et ça va dans les deux sens. Sur le derby cette saison, le gym s'est pas plaint que la main de Louchet soit pas sifflée, alors que si elle est sifflée, il n'y a pas scandale non plus, je pense. Donc voilà, ça tourne. Je vais pas aller dans le poncif, ça s'équilibre sur une saison, mais tous les clubs vont être touchés positivement ou négativement de manière globale. Et pour moi, c'est plutôt l'incompétence des arbitres de manière globale ou sur un match où ils passent complètement à côté, comme peut faire un joueur à qui on mettrait un dans Nice matin ou dans l'équipe. C'est plus ça qui fait qu'il va passer au travers d'un match que le fait de dire que le gym ou un autre club serait arbitré différemment. Les arguments de Will. Donc vous avez rien compris au sens de mon débat. C'est pas de pleurer sur l'OGC Nice, vous avez rien compris. C'est de montrer que déjà en Ligue 1, tous les clubs ne sont pas arbitrés pareil. Je vais citer le PSG en premier. PSG n'est pas arbitré comme les autres. On pourra le prouver par A plus B. Lyon non plus. Lyon est plutôt favorisé par l'arbitrage, on l'a vu encore la saison dernière. Marseille peut l'être aussi, mais dans un style différent. Et c'est là que j'en viens à l'OGC Nice. Quand je dis que l'OGC Nice n'est pas arbitré comme les autres, oui, il est arbitré comme Nantes, comme Toulouse, comme Lorient, comme qui tu veux, mais pas comme Lyon, Paris, parce que c'est des clubs avec une influence, un jeu d'influence. Si c'est pas avant la rencontre, c'est à la mi-temps. Si c'est pas à la mi-temps, c'est à la fin du match et de façon bien plus poussée. Et si c'est pas à la fin du match, c'est sur le terrain par l'intermédiaire des joueurs, par l'intermédiaire du banc. Et aujourd'hui, l'OGC Nice, pourquoi il est pas arbitré comme les autres? Parce que c'est un club mignon. C'est des mignons. Ils sont là, ils sont sur le banc. Alors je reproche rien à Francaise parce qu'il est déjà assez tout seul. Et justement, c'est là le sens de mon discours. Quand je vois que à Lyon, 3 fois d'affilée, tu te fais avoir. Donc la 4e te pend au nez. Tu le sais déjà. Mais on laisse Francaise et Florian Maurice qui sont arrivés il y a 4 mois y aller tous les deux tout seuls avec la délégation.
Où est monsieur Jean-Pierre River? Où est monsieur Fabrice Boquet? Qui sont là depuis plusieurs années, qui eux connaissent les risques à Lyon. Ils ne sont pas là. Ils abandonnent l'entraîneur et le nouveau directeur sportif à leur propre sort. Et après, on est là et on va s'offusquer, s'offenser d'être mal arbitré à Lyon. Fallait être présent. Fallait se montrer fort. Et l'OGC Nice, aujourd'hui, ne sait plus le faire. Donc quand je dis que l'OGC Nice n'est pas arbitré comme les autres, c'est que l'OGC Nice ne sait pas se faire respecter comme certains autres clubs aujourd'hui. Alors, pour tempérer tes propos, Will, parce que Fabrice Boquet et Jean-Pierre River ont donné des raisons pour lesquelles ils n'étaient pas au match à Lyon dimanche, des raisons qui leur appartiennent. Une raison pour le président privé, une raison médicale pour Fabrice Boquet. Et qu'on ne dévoilera pas ici parce que ça les regarde, mais ils ont des raisons, ils ont donné des raisons pour lesquelles ils n'étaient pas sur place. Léandra, qui c'est qui t'a convaincu le mieux dans ce débat? Alors, je comprends le sens des propos de Vivien, dans le sens où oui, il ne faut pas se lancer dans voilà, des propos complotistes ou de se dire voilà, l'OGC Nice est mal arbitré. Mais je suis tout à fait d'accord avec Will dans la manière en fait d'avoir abordé ce match. Quand tu te fais avoir 3 fois ou 4 fois d'affilée, tu es obligé, même en avant-match, de prévenir, de se dire j'espère que ça ne va pas recommencer. En fait, de mettre l'attention sur ce match pour que les arbitres, pour que tout le monde autour sache qu'il faut faire attention. Voilà, qu'il y ait vraiment une attention portée, que tout le monde regarde, que tout le monde n'oublie pas ce qui s'est passé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'on puisse anticiper. Peut-être que dans la manière d'aborder ce match, ça aurait été différent si à la base, on avait eu ce genre de discours. Alors la question, c'est plus est-ce que le bord niçois l'a bien abordé? En l'occurrence, visiblement, non. Voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que le dernier Lyon-Nice, il date de il n'y a pas longtemps, c'était au mois de février. 2024, donc c'est encore dans les mémoires. Il y avait eu la fameuse sortie de Jean-Pierre River après la rencontre, effectivement, sur l'arbitrage de M. Turpin. Il avait dit, bon, on ne peut même pas lui parler, on ne peut rien faire avec lui. Et on a le sentiment, c'est vrai, que quand arrive ce Lyon-Nice, personne ne pense au fait que ça peut recommencer, effectivement, Exactement. et peut-être se dire dans les médias, ou j'en sais rien, dire j'espère qu'on va être arbitré normalement cette fois-ci. C'est juste pas ça. utile d'y aller, alors qu'est-ce que tu veux qu'ils en parlent avant? Non, mais après, ils ont leur raison, et là encore, on n'a pas à les commenter, et c'est peut-être leurs raisons sont bonnes, Will, de ce côté-là. Je sais pas, moi je juge un fait. Bon. Non, mais Ouais. par exemple, Jean-Michel Aulas, il le faisait avant chaque match un petit peu piège, ou contre Marseille, ou des matchs un peu où l'arbitrage pouvait déraper. Avant, après, au milieu, on l'entendait tout le temps. Et au final, ça paye. Juste une question concrète pour tout le monde est arbitré pareil. Est-ce que tu crois sincèrement que si c'est Lyon-PSG, il va devant le VAR et il dit ouais, pas péno GG, si c'est pour le PSG. Est-ce que tu crois qu'il serait capable d'avoir ce relâchement, cette tranquillité à dire il n'y a pas péno pour moi GG, je préfère pas, si c'est le PSG? J'en sais rien. En fait, ce que tu dis, c'est que les grands clubs ont plus d'influence que les petits. C'est un fait, malheureusement. Ça, mais c'est un fait, mais parce qu'ils Comme le on font pointera- aussi. comme on Quand pointera Luis l'arbitrage Campos, du Real dès la Madrid en mi-temps, Espagne. il y a un fait de jeu qui va pas, dès la mi-temps, Luis Campos, tu l'entends gueuler comme un putois dans le couloir. Alors, Mais Mehdi après- Benassia, pour l'OM, ils ont eu aussi des soucis avec l'arbitrage. Est allé de manière assez vindicative parler contre l'arbitrage. Il a été suspendu. Il a été suspendu. Mais Il a par été contre, suspendu. mets-toi à la place. On est tous des hommes. Et même, j'ai été arbitre pendant un moment, en amateur. Hein. Mais donc, tu sais ce que c'est M'étonne pas. quand t'es arbitre. Oui, j'ai pas voulu percer dans ce milieu. Mais quand t'es arbitre, t'es un homme et t'es influencé par le contexte, l'environnement, tout ça. Et donc, quand tu vas arbitrer Marseille ou Paris, tu te dis « Oh malheur, si je me trompe, j'ai Luis Campos ou Benassia qui vont me casser la tête. » Et ben tu réfléchis 3 fois. Quand tu viens arbitrer Nice et que tu te dis « Bon, au pire, ils vont dire au pire, hein, peut-être, ils vont dire 3 phrases au micro à la fin du match. Je crains rien. » T'arbitres pas pareil. Tu n'arbitres pas pareil. Et pareil pour le stade. Les Niçois, on est coupables aussi. Un stade à moitié vide, ça fait moins pression qu'un grand stade plein avec un public chaud. Est-ce que tu crois, Laurent, à l'influence des grands clubs? Alors, peut-être pas sur l'arbitrage, mais en général, dans une Ligue 1, dans un championnat, où on va dire, voilà, il y a les gros et puis il y a les autres, quoi. Oui, ça me rappelle de vieux souvenirs. Rappelez-vous Bernard Tapie à Benfica. Sa réaction après. Et c'est pour ça que je rejoins un peu Léandra sur le fait qu'il y a un petit lobbying à faire aussi de temps en temps pour... voilà. Mais des fois, ça peut se retourner aussi contre soi. Mais je me rappelle d'une anecdote, je vais vous partager une anecdote. Au Sporting Club de Toulon? Non, avec la réserve de l'OGC Nice. On avait fait un match aller à Bergerac, on jouait notre maintien, c'était difficile, on avait perdu lourdement, il y avait eu bagarre générale à la fin du match, parce qu'on s'était défendu âprement. Et à la bord du match retour, au parc Charlermann, avant le match, je me dis, il faut protéger les jeunes. Donc je vais voir l'arbitre, et c'était M. Angoula. Et je le vois, je dis, voilà, je vais le voir avant le match.
et pour faire le petit lobbying. J'ai dit voilà, je viens pas pour vous influencer sur quoi que ce soit, mais juste vous parler des faits. Au match aller, l'équipe en face avait été arrogante, n'avait pas respecté le club, avait été un peu dur avec les jeunes. Juste, je vous donne... Et il me dit, mais monsieur Bonadi, je l'ai visionné le match, donc je sais. Voilà. Donc après, on a fait notre match et tout s'était très bien passé. Ça montre qu'il est pro. Oui, parce que dans t'es- ce Et Moi, d'ailleurs, je suis un bon c'est arbitre. un des très bons arbitres de Et Ligue 1, voilà, maintenant, exactement. monsieur Là, il n'y a Boulard. pas de hasard. Hein. Ouais, ancien joueur pro, donc. Comme quoi, on peut parler en bien des arbitres aussi. Ah non, mais Il faut. Non, mais heureusement. Et là, c'est vrai que c'est sur ce match-là, bon, ben voilà, il y a ce petit souci-là. Oui, mais ce Mais match-là, il ne faut pas jeter non plus l'opprobre sur Oui, mais toute c'est- la profession de ce l'arbitrage. match-là, c'est les Lyon-Nice en fait. Et donc il y a 4 ans, c'était Monsieur Millot qui oublie un penalty sur Thuram. Il y a 3 ans, c'est Vatelier qui siffle un penalty ubuesque pour la Casette. L'année dernière, c'est Turpin qui fait un festival. Et là, c'est de Chippy. Donc 4 arbitres différents, 4 folklore. On me pose des questions sur. Mais après, il y a un danger quand même, et je tempérais aussi nos propos, parce que après, derrière, tu as les arbitres qui se retrouvent dans le monde amateur et qui font face parfois à des comportements de Non, tu peux pas- dirigeants, bien de sûr. jeunes sur le terrain qui sont compliqués. Non, ça, tu Donc- peux pas t'excuser. Ouais. Voilà, donc il ne faut pas non plus... voilà. Non, on a une responsabilité dans nos propos par rapport à ça, Voilà, par clairement, rapport de à ça, protéger et c'est ces vrai jeunes que- arbitres. Oui, il y a ce qui se passe sur le terrain, sur le jeu, mais bon, voilà, on a le droit de râler après un match, on a le droit, mais sans jamais effectivement aller au-delà de la polémique ou de râler, parce Mais qu'il faut faire aussi très attention à cela sur les terrains amateurs. La question, c'est est-ce que nous, demain, si on nous demandait d'aller arbitrer en terrain amateur On en tout le serait week-end, on incapable. irait. Bon, non, on en serait incapable parce qu'on n'est pas formé, puis ça se trouve, même en étant formé. Mais est-ce que tu aurais envie, quand tu vois les pressions qu'ils prennent, comme on dit, parce que là, c'est des pressions Voilà. juste orales sur un terrain, tu prends un jaune ou deux, mais des fois, c'est bien plus que ça. Donc il faut Effectivement, ça peut tempérer, ça dériver. reste aussi du football malgré tout, et faire attention à cela. Voilà tout ce que l'on pouvait dire donc sur ces polémiques autour de l'arbitrage. On va quand même parler un petit peu de jeu, parce que les 4 buts encaissés par les Aiglons, ils sont pas arrivés tout seuls, et on va en parler en particulier dans le Focus. SOS charnière en détresse, ça pourrait faire une chanson de qui c'était Balavoine Oui, qui Je crois Balavoine. pas, chantait ça. repris par Grégory Le Marchal. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que Bombito et Abdelmonem, je crois que tu leur as mis 2 à tous les deux, mon cher Will, dans le journal ce jour-là, ils ont complètement pris l'eau. Ouais, bon après, quand on regarde la genèse aussi de leur histoire à Nice, c'est pas une surprise en fait. C'est peut-être même complètement l'inverse qui m'aurait surpris de voir une charnière à 4, dans une défense à 4. Bombito Abdelmonem qui rayonne, ça m'aurait, au bout de 3 mois, ça m'aurait vraiment surpris. Et en fait, c'est un peu, on est dans les clous de ce qu'on disait quand il y a quelques mois, on passait pour les grincheux en disant c'est pas normal d'avoir attendu autant pour avoir arrivé des défenseurs centraux, pour les automatismes, c'est pas bon, pour l'acclimatation, pour si. On en est en plein dedans. Abdelmonem, ce pauvre garçon, il y a un boulot à faire de son côté, notamment sur la langue, on en a parlé la semaine dernière. Mais après, l'acclimatation est difficile, il n'était pas prévu qu'il joue aussi vite, encore moins dans une charnière à 2, avec Bombito, sans Dante qui est le taulier, le stabilisateur. Donc ils sont un peu perdus. Bombito qui est aussi dans le dur physiquement, puisqu'il a bien démarré, mais il a eu les trêves internationales, lui il part tout le temps, décalage horaire, il n'arrête pas, il fait pas de pause. Donc lui aussi il est en souffrance, et ben ils se sont loupés. Ils n'ont pas de repères ensemble. La communication est très difficile avec Abdelmonem. Les repères sont compliqués. Puis il y avait un roublard. La Casette, c'est franchement, je pense, l'avant-centre le plus roublard de Ligue 1. Que ce soit pour obtenir des fautes, que ce soit pour se faire oublier. Sur le premier, il fait un tour de magie à Bombito. Il est devant lui en une demi-seconde, il se retrouve derrière seul. Et à Nanjou, il lui fait la poussette malice pour marquer. Donc voilà, quand tu as un bon attaquant de Ligue 1 en face, la charnière Bombito-Abdelmonem, elle se retrouve très limitée. On s'y attendait peut-être pas pour Bombito, parce qu'il avait plutôt fait des bons matchs jusqu'à présent. Abdelmonem, ça a été un peu plus dur. Déjà contre les Glasgow Rangers, il avait été dans le dur. Pour Bombito, c'est vraiment le premier match peut-être où il passe complètement à travers. Alors, on avait vu des choses, quand même, des petites alertes sur la lecture de jeu, sur l'anticipation. Et comme disait Will, en fait, quand tu as Dante, quand tu as Youssouf N'Daye aussi autour, tout le monde est meilleur, en fait. Et on voit que sans ces joueurs-là, sans les tauliers de la défense, forcément, il manque des choses dans le placement. Peut-être un rappel de dire le marquage, attention, parce qu'il se fait avoir totalement Bombito par la Casette, Will l'a dit. Après, on avait fait le gymtomètre aussi, on avait vu que Bombito, dans les notes, finalement, il était quand même bas dans le classement, c'est-à-dire que il avait fait des belles choses, on voit athlétiquement il est assez impressionnant, dans les duels aériens aussi,
mais il y avait quelques manques qui nous empêchaient de mettre des notes un peu plus hautes. Et au final, ben voilà, ça craque parce que... Ils ont sombré les deux le même jour. en plus, Exactement. quoi. Ouais. C'est ça. Et Abdelmonem, en fait, c'est des erreurs différentes. Abdelmonem, c'est souvent des erreurs de relance. ouais. Voilà, donc Là, c'est il peut-être une couvre. pression. Alors, pour être clair, Il sur couvre leur jeu. sur 3 buts, il couvre une fois le hors-jeu et 2 fois, il fait une mauvaise relance. qui Non, amène moi je suis le pas but. d'accord sur les mauvaises relances. Bah, On a eu ce débat déjà. Par Non, rapport à son mauvais pied. non, c'est déjà le premier, il est sur le mauvais pied. Il Oui, est mais tu axe perds le gauche. ballon sur la passe. Il quoi. joue axe gauche. Il prend, il relance axe gauche. Il relance pas plein axe. Il relance encore sur le côté. C'est les deuxièmes ballons. Ils sont où les milieux de terrain? Ils dorment. Non, mais moi, je Ils te ont le parlais droit aussi des Glasgow. de gagner. Glasgow, il fait 2 erreurs de relance. Oui, c'est mais terrible. Pablo, n'en parlons pas. Mais ça Oui, fait aussi. beaucoup. Mais ça fait beaucoup Mais- sur 2 matchs quand même. Et sur la tête de Vertou, c'est pareil. C'est pas une erreur de relance d'Abdelmonem. Il balance de la tête et Vertou est seul et Diop le regarde à Vertou. Donc là, c'est plus Diop, moi, que je condamne que Abdelmonem. Et je t'avais dit, pour moi, Bombito est beaucoup plus fautif sur ce match à Lyon que Abdelmonem. C'est pour ça que je les ai associés les deux. Voilà. Tu vois. Abdelmonem J'ai pas fait qu'un seul faute. fait mieux dans le marquage, fait mieux dans le placement. Il a fait des interceptions plus hautes même. Bombito, il a dormi globalement. Mais Alors, au-delà de la charnière, c'est tout le bloc défensif en fait. Exactement. Oui, mais fautif. on va pas accabler le pauvre Nandjou. Non, le bloc défensif, c'est aussi Bombito. Les seconds ballons, les milieux de terrain. Ndombele. Mm. Ndombele dans le contre-effort, il a eu du mal. Laurent, on sait, tu as été joueur, tu es entraîneur aujourd'hui. Il y a un joueur qui arrive de MLS, qui il y a 1 an et demi ne jouait pas au niveau. Il y a un joueur qui arrive d'Afrique, qui est peut-être le meilleur défenseur central égyptien, mais il y a cette barrière de la langue, il y a cette adaptation. Ils font des erreurs, ok. Comment maintenant les remettre en confiance, leur dire, allez, c'est pas grave, vous allez faire mieux la prochaine fois? Oui, il y a 2 choses là dans la situation. Il y a la barrière de la langue, et quand on sait qu'en défense centrale, la communication, c'est très important de toujours se parler et de communiquer. Et puis l'absence de Dante, qui leur amène de la confiance et qui est un peu le stabilisateur. Moi, je le vois avec Wendy Renard, hein, en équipe de France, qui est aussi une joueuse importante. C'est en ton défense. Dante à toi, c'est ta Dante. Et là, je rejoins aussi William sur le fait des rôles des milieux, parce que sur le premier but, on voit Tolisso jaillir et prendre ce ballon là, à la ramasse. Alors c'est vrai, il y a les défenseurs centraux, mais il y a aussi cette communication et cette liaison entre les milieux défensifs pour les prises à deux, enfin, tous ces deuxièmes ballons qui sont très importants. Donc redonner de la confiance, c'est aussi à l'entraînement, ce que Franck Hez va mettre en place, notamment sur tout ce qui est communication, et puis le fait d'avoir un bloc compact là devant la défense sur les situations qu'on a vues. Et juste pour rebondir sur ce que disait Will, parce que je trouve que ça peut expliquer aussi en partie. Will disait que Bombito était parti en trêve internationale, tu reviens un peu usé. Moi, ça confirme ce que je pense de ces trêves de début de saison qui sont une hérésie, là, qui en est 40 pour ces matchs en bois. Tu le sais que les clubs, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, etc. Ils sont déjà surchargés et tu fais 40 trêves. Alors après, c'est toi qui recrutes des internationaux, pas forcément européens, etc. Mais je trouve qu'il y en a un nombre incalculable. Là, ça y est, c'est fini jusqu'en mars et qui, justement, risque de te péter des joueurs, de les fatiguer, de bloquer leur adaptation. Et ça favorise pas non plus tout ça et ça explique pour moi en partie le fait que certains aient du mal, pas qu'à Nice, mais à s'adapter ou risquent de trop jouer avec des calendriers surchargés et du coup de se blesser derrière. On va regarder les stats de Mohamed Abdelmonem depuis le début de cette saison en justice. Moi, il y a une stat qui m'a frappé pour un défenseur central, c'est seulement 57% de duels gagnés pour Mohamed Abdelmonem en 9 matchs joués. Comment Pour un il en a défenseur joué central, Ça dépend, je sais pas, moi, s'il en a joué 150, gagné 75 duels sur 150, c'est pas mal. S'il en gagne 5 sur 10, c'est moyen. Donc, faut voir le nombre. Et moi, franchement, dans le duel, je le trouve pas si mauvais, en fait, Abdelmonem. Et puis aussi, si l'équipe domine. Aussi, exactement. Si Voir l'équipe de est quelle en manière il est possession, exposé. voilà. Mais moi, par exemple, un exemple concret où j'ai vu Abdelmonem très bien défendre, c'est le 3 contre 1 qu'il a contre les Glasgow. Mais il le défend de manière impeccable. Le recul frein, le positionnement, l'interception au bon moment. Donc moi, franchement, je suis d'accord avec toi, oui. je pense qu'Abdelmonem est un très bon défenseur. Il a le droit de faire de temps en temps de bonnes interventions. Mais quand il te coûte 4 buts par tous les 2 matchs, Mais c'est compliqué c'est quoi, de le juger. Ce que j'ai dit déjà tout à l'heure et que on pouvait répercuter sur d'autres joueurs, sur un Ndombele qui aujourd'hui est dans le dur, sur Bombito qui a une période de dur, en fait c'est des joueurs qui avaient besoin de plus de temps que ça.
de plus d'acclimatation que ça, d'être Et les mieux blessures entouré font que que- ça. Abdelmonem, je suis pas sûr qu'il était prévu qu'il joue déjà 10 matchs depuis septembre. Il aurait été intégré de façon plus progressive au fil du temps, rentrer en cours de match 2, 3, 4 fois avant d'être titularisé. Sauf que là, Francaise, il a plus le temps, il a plus le choix, il a plus rien, il est obligé de le mettre. Et franchement, je pense que si en septembre, quand il recrute Abdelmonem Bombito, on lui avait demandé, coach, est-ce que vous espérez faire bientôt une défense centrale Bombito Abdelmonem, il nous aurait dit non. Ça, on va attendre. Et non, il n'a pas le choix, il l'a fait. Eh ben, tu parles de Francaise, on va l'entendre, le coach de l'OGC Nice, sur cette charnière en difficulté. Francaise, ce matin en conférence de presse. Bien sûr que notre charnière a fait des erreurs le week-end dernier, il n'y a pas de débat, mais je crois que d'une manière générale, on a aussi laissé collectivement trop de place face à cette équipe-là et face à ces joueurs-là. Voilà. Après, c'est travail, comprendre pourquoi. On va refaire de la vidéo. Je n'ai pas pu faire de la vidéo pour l'instant parce que j'avais très peu de joueurs depuis le début de semaine. Donc on va la faire tout à l'heure. Pour voir que voilà, il y a des choses qui sont assez faciles à corriger avec une meilleure lecture, une meilleure communication, plus d'agressivité aussi. Plus d'agressivité aussi quand on défend son but, ou en tout cas dans les 20-25 derniers mètres. Et ça, c'est pas une question de confiance que je dois leur donner, c'est eux qui doivent me donner confiance. C'est surtout ça. Mais moi, j'ai confiance en eux, je les fais jouer. Mais voilà, il y a des choses à corriger et il faudra le faire contre le Havre. Voilà, discours très clair de Francaise par rapport à cette charnière centrale. Ça rejoint ce que tu as dit, effectivement, Laurent, au point de vue de la confiance. Un mot quand même sur Dante, parce que c'est la mauvaise nouvelle encore de cette semaine, avec l'opération du ménisque du capitaine de l'OGC Nice. Il était absent lors du match précédent. Il avait reçu un coup face à Strasbourg. Et là, donc, il s'est fait opérer du ménisque. L'opération c'est bien passé, mais Leandra, absence entre 4 à 6 semaines. En tous les cas, on ne le reverra pas en 2024, ça c'est sûr. Non, c'est ça, 4 à 6 semaines. On estime qu'avec, entre guillemets, ses qualités athlétiques, son hygiène de vie, son professionnalisme, les délais vont être accélérés peut-être par rapport à d'autres joueurs. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que Nice a des matchs à aborder peut-être un peu plus abordables, Le Havre, Montpellier, même s'il y a aussi ce match couperé en Ligue Europa. T'as besoin de points quand même. T'as besoin de points. Mais non, c'est sûr que c'est un coup dur. On voit très bien, il y a un Nice avec et un Nice sans Dante, clairement. C'est la blessure de trop, peut-être, Laurent, là, pour Nice, Dante, parce que là, pour le coup, c'est ton taulier dans le vestiaire et c'est ton taulier sur le terrain. Ouais, c'est vrai que c'est un joueur important. Forcément, ça fait mal. Voilà, ça arrive dans la période aussi hivernale avec la trêve, donc quelque part, il va bénéficier de la trêve pour bien se remettre, et puis il y aura une petite préparation qui va lui permettre de revenir en janvier. Donc c'est peut-être un moindre mal que ça arrive maintenant, on va dire. Mais bon, on connaît Dante, son hygiène de vie, son professionnalisme. Je suis persuadé qu'il va revenir au meilleur niveau. Janvier, ça va rappeler qu'il est fort tout de suite, parce que le 3 janvier, tu as déjà le Rennes. match contre Rennes à domicile, donc pas beaucoup de temps pour sera sans souffler lui, ça. après le nouvel an. On va entendre Gaëtan Laborde, justement, sur bien l'absence de Dante sur cette fin d'année 2024. Je ne vais pas décrire la carrière de Dante et l'aura qu'il a dans ce vestiaire, parce que c'est un des joueurs les plus importants, voire le plus important. Donc forcément, c'est une grosse perte pour nous. Voilà, on le soutient dans son moment difficile aussi, parce qu'on sait que c'est jamais simple d'être blessé. Je peux le dire moi avec le début de saison aussi, avec ma blessure. Donc je sais que c'est des moments difficiles. En tout cas, on est là pour le soutenir, et je sais que lui, il nous soutient aussi de son côté, ça c'est sûr. Voilà donc Dante absent une nouvelle fois. La petite boutade du coach qui était pas mal. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour résumer, tu lui as dit c'est la tuile, il a dit c'est la toiture même. Ouais, c'est une toiture, ouais, c'est vrai. On aurait pu vous le montrer, bon, on a déjà Bon, perdu ça. beaucoup de temps sur l'arbitrage, mais c'est vrai que le coach a dit c'est pas une tuile, c'est une toiture qui nous arrive. Donc, c'est vrai qu'avec tous ces blessés, c'est la mauvaise nouvelle. On va s'intéresser à toi, Laurent, et ton parcours avec cette équipe de France féminine. On y va dans le tac au tac. Alors, ça s'est passé comment, finalement, cette intégration? Enfin, pas intégration, parce que tu étais déjà adjoint, évidemment, d'Hervé Renard, mais tes premiers pas, voilà, en tant que sélectionneur de l'équipe de France féminine, comment tu les considères?
Bah, j'ai trouvé que c'était très bien. Déjà, je suis heureux déjà dans ce que je fais, donc c'est le principal, c'est ce qui m'anime dans ma vie au quotidien. Et puis, j'ai multiplié les entretiens avec les joueuses. On a fait 2 stages avec à la fois des bonnes choses, des choses à améliorer, des oppositions qui sont venues crescendo avec Jamaïque, Suisse, Nigeria, Espagne. 2 victoires, 2 défaites, 34 joueuses observées, un bon brassage pour me permettre de vraiment maintenant faire une bonne analyse de la situation et resserrer un groupe pour la Ligue des Nations. Alors, on était avec Léandra à ce France-Espagne mardi soir du côté de l'Alliance Rivière. On n'était pas nombreux, hélas, à y être Malheureusement. à ce match. Mais en tous les cas, on a vu une équipe de France peut-être avec des difficultés peut-être derrière un peu et devant avec un peu plus de réussite, avec un peu plus de... Voilà, vous auriez pu embêter ces championnes du monde. Ouais, on les a fait un peu vaciller à chaque fois qu'on est revenu au score, mais on n'a pas réussi à les faire chavirer. On a été un peu inefficace sur certaines actions. Après, si on voit les statistiques, on a réussi à rivaliser avec cette équipe dans la possession, 48-52%. Elles ont frappé 7 fois, on a frappé 6 fois. Elles ont été plus chirurgicales que nous sur les contre-attaques. C'était un système osé, agressif, avec un pressing haut et une défense à 3. Donc forcément, dans les situations de crise, c'est pas facile à gérer derrière dans les 1 contre 1. Puis elles ont aussi une très bonne joueuse. C'est aussi une belle équipe, cette équipe d'Espagne. Et Itana Bonmati en particulier. Voilà, qui est Ballon d'Or, qui était vraiment une joueuse exceptionnelle. Mais j'ai bien aimé l'état d'esprit des joueuses. En tout cas, c'est un match où on a essayé de mettre beaucoup d'intensité. Et il faut savoir que c'est l'Espagne aussi qui était à l'initiative de cette rencontre. Elle voulait nous rencontrer parce que je pense qu'elles ont aussi progressé dans ce match. Ouais. Ouais, on les voyait pas si sereines que ça en première période, les Espagnols. Ouais, et puis par rapport au match de Ligue des Nations, c'était le jour et la nuit, quoi. Ça faisait plaisir de voir une équipe de France qui était offensive avec des idées de jeu, une idée de jeu ambitieuse en tout cas. Et on se souvient qu'en Ligue des Nations, il y a eu des défaites 2-0 en finale. Oui, en Ligue des Nations, on avait plutôt adopté un bloc médian. Et on leur a laissé un peu trop souvent le ballon, ce qui nous avait mis en difficulté. Et puis aussi mentalement, pour nous jouer, c'était difficile. Il y a un troisième volet qu'on aurait pu aborder, c'est de se dire on se met bloc bas et on joue contre. C'est pas trop ma philosophie. Non, tu as adopté le 3-4-3 d'ailleurs pour cette rencontre, ce qui a surpris un petit peu tes joueuses aussi, disons-le. Mais voilà, tu avais envie de voir ce que ça donne dans ce schéma. Oui, C'est le parce que système, face à l'Espagne, je considère que si on veut faire un bon pressing, il faut du nombre en haut pour empêcher la gardienne. Et encore, on l'a pas tout à fait bien fait sur la gardienne parce qu'elle a quand même eu assez le temps de pouvoir distiller des bons ballons. Et je pense que si on veut vraiment embêter cette équipe, il faut déjà sur les premières relances leur poser de gros problèmes. Donc il faut du nombre en haut, donc il faut accepter d'être un peu moins en bas. Et c'est tout l'enjeu de l'équilibre aussi dans l'équipe parce que nos 2 milieux allaient presser et sur les retours, il faut revenir. Donc c'est un système qui est énergivore et donc pas évident aussi dans les couloirs. Moi, je me demandais, Laurent, est-ce qu'au moment de la question de la succession d'Hervé Renard, est-ce que tu as hésité ou est-ce que c'était une évidence d'accepter L'équipe de France, ça se refuse pas déjà. C'était une évidence dans ma tête qu'un jour je serais numéro 1. De la manière dont ça s'est présenté, c'était aussi une opportunité. Et Hervé, bien sûr, souhaitait que je continue avec lui, mais il savait aussi que c'était dans un coin de ma tête. J'ai aussi un très bon feeling avec les joueuses. Il y a vraiment un gros potentiel. Je pense il y a un challenge aussi de pouvoir ramener un titre pour cette équipe qui n'a jamais ramené de trophée. Donc tous ces éléments mis bout à bout m'ont fait prendre cette décision sans aucune hésitation. Et c'est pas facile parce que tu arrives quand même dans un groupe un peu marqué par les échecs successifs, celui aux Jeux Olympiques, celui en Coupe du Monde auparavant. Donc il faut redonner un peu d'élan aussi à cette équipe. C'est pour ça que tu as brassé large à un moment donné. Bah, disons qu'il faut redonner un élan en sachant que je faisais partie du bilan aussi. Ouais. Donc il fallait que les filles entendent un autre discours. Donc il a fallu que je modifie aussi quelque chose sur l'approche de la compétition et des rassemblements. C'est pour ça que j'ai fait appel aussi à Thomas Samut sur l'approche mentale. Qui est le préparateur mental de Léon Marchand. Hein. Voilà, J'ai j'ai aussi... Brestois, je crois, dans le Et foot. qui a travaillé à Magicité. L'année dernière, il était ici à Nice, l'année où on finit 3e. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et une expertise. Et puis aussi modifier le staff. Dans le staff médical, il y a aussi des changements. Voilà, pour qu'elle sente qu'il y a une stabilité, non pas une continuité, mais je dirais plutôt une stabilité dans le projet. C'est ce qu'elles attendaient aussi. C'est pour ça que je me suis engagé sur 3 ans pour pouvoir les accompagner et les aider au mieux à soulever un trophée.
Philippe Diallo, le président de la fédération, disait dans Nice Matin cette semaine que les moyens avaient été alignés pour les femmes et les hommes, enfin les moyens des femmes avaient été alignés à ceux des hommes. Est-ce que c'était nécessaire, j'imagine, mais qu'est-ce que ça peut apporter de plus et concrètement comment ça se matérialise en fait pour vous et les joueuses au quotidien? Effectivement, par exemple, au niveau du staff médical, Léa ont un ostéopathe et 4 kinés. Et nous, on avait 3 kinés et une kiné ostéopathe. Donc là, maintenant, on a un ostéopathe à plein temps et 4 kinés. Ok. Et on bénéficie aussi du diététicien qui est avec eux, qui est à Clairefontaine. Donc là, on est vraiment au même niveau en termes, par exemple, de soins, d'accompagnement. Et puis après, tout ce que j'ai pu demander au niveau de mon staff, le président l'a accepté. Donc ça, c'était super. Et aussi l'arrivée de Fabien Lefebvre à la tête du U23 parce que je souhaite faire un fonctionnement entre les A et les U23 avec les féminines, vraiment un travail de collaboration. Ok. Il y a Luna Letizy qui est arrivée dans ton staff, que tu avais connu ici évidemment à l'OGC Nice. Alors nous on est très contents que tu aies redonné un job à Lionel parce qu'on l'aime beaucoup, mais c'est vrai que pour toi c'était une évidence, tu l'as dit, de faire appel à Lionel. Ouais, j'ai sauté sur l'occasion. Quand j'ai vu qu'il était libre, je me suis dit là, je peux pas le laisser passer. Donc dans un premier temps, j'avais donné la priorité à Gilles Fouache qui avait fait un travail remarquable. Et j'avais dans l'idée d'intégrer Lionel avec les U23 pour commencer. Et puis, il s'est avéré que Hervé a rapidement retrouvé du travail avec l'Arabie Saoudite. Gilles Fouache l'a accompagné, donc la place était libre et on va dire que les planètes étaient alignées. Alors, comment ça se passe, l'intégration de Lionel, parce qu'il a toujours travaillé évidemment avec des joueurs et avec des joueuses. Comment ça se passe? Pour lui, c'est nouveau. Ouais. Et en même temps, c'est bien parce que ça lui redonne un petit souffle nouveau de se remettre en question. Dès le premier jour, il est venu avec moi voir un match à la Juve pour observer Pauline, Péromania. Et je le vois, voilà, il prend beaucoup de plaisir. En tout cas, je lui ai dit, il faut rester soi-même. Fais comme tu faisais avec les garçons, adapte, tu vas apprendre aussi d'elles, tu vas voir qu'elles sont très, très intéressées, curieuses. Et il m'a dit, ouais, effectivement, c'est surprenant. Quand je faisais un entretien avec un joueur, ça durait 15-20 minutes. Et là, avec Pauline, j'ai passé 1 heure. Elles sont demandeuses, quoi. Ouais, elles sont demandeuses, elles s'intéressent, elles sont curieuses, et elles sont très professionnelles. Et franchement, c'est vraiment agréable. Et Laurent, toi, tu as fait, donc il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu les JO, enfin, tu as pu vraiment faire un tour d'horizon de ce qui se fait de mieux dans la hiérarchie mondiale au niveau du foot. Qu'est-ce qui manque à l'équipe de France, justement, pour quitter cette 10e place au classement UEFA qui est terrible, quoi. C'est enfin les quarts de finale. Ouais, disons qu'on avait pris l'équipe en 5e position. Pendant 16 mois, on est quand même arrivé à la 2e place. On a fait une finale de Ligue des Nations. Souvent, ça passe un peu inaperçu. Et c'est vrai que sur le mois de juillet, avec la défaite en Irlande, la défaite contre le Canada, la défaite contre l'Angleterre juste avant, et puis l'élimination contre le Brésil, ça nous a déclassés au 10e rang. Alors, est-ce que c'est notre place? Est-ce que c'est pas notre place? On ne va pas s'en contenter, ça c'est clair. On souhaite remonter rapidement dans les 5 premières places. Ça va passer par des bons résultats en Ligue des Nations parce qu'on sait que les matchs officiels, au niveau du coefficient, apportent plus que les matchs amicaux. Et du coup, le cap du quart de finale, c'est sûr que c'est quelque chose qui commençait un peu à se cristalliser. Il faut vraiment qu'on franchisse ce cap. Et il faut que les joueuses prennent conscience de leur potentiel et que c'est plus qu'un 11, c'est vraiment un groupe France qui doit commencer à avancer ensemble pour aller chercher des victoires. Oui, parce qu'il y a cette rivalité OL-PSG qui a toujours un peu rendu les choses plus difficiles dans ce groupe pour créer une cohésion. C'est toujours le cas. Mon but, c'est justement de briser tout ça. Ouais. Quand on est en équipe de France, on porte le maillot bleu, on est française ou français. Il n'y a plus de susceptibilité, de guerre de clochers, de clubs, tout ça. Non, il faut vraiment que... Voilà. Au niveau de l'état d'esprit, je suis vraiment content parce que les joueuses ont adhéré à ce projet, puisqu'on a d'abord fait un projet de vie avant un projet de jeu. Et je les sens vraiment investis. Avec plus d'ouverture aussi de leur part, ça passe par là aussi. Parce que c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, hélas, 6000 personnes à l'Alliance Riviera, si on veut reconquérir le cœur du public, qui avait été conquis après la Coupe du Monde en France, l'équipe de France féminine faisait des audiences, il y avait du monde dans les stades. Là, c'est un peu moins le cas. Ça passe par plus d'ouverture et évidemment gagner des matchs, ça c'est sûr. Oui, bon. C'est vrai que là, c'était des matchs amicaux. On est post-Jeux Olympiques où le public sur le football féminin a eu peut-être une déception qu'il n'a pas eu sur le football masculin. Mais l'année dernière, on a joué des matchs à guichet fermé. On a joué la demi-finale au mois de février à Lyon. Il y avait plus de 30 000 spectateurs. C'est pas le record a été battu, ouais. Ouais, il y a eu des records battus. Il y a eu un match en Première Ligue Arkema à Nantes où il y a eu 16 800 spectateurs entre Nantes et le Paris Saint-Germain à la Beaujoire.
voilà, il y a des choses. Alors forcément, c'est un peu Ouais, les cyclique. montagnes russes. Mais vous savez, en Angleterre, j'ai vu un match entre Chelsea et Real, il n'y avait que 5000 spectateurs. Donc, effectivement, il faut aussi qu'on propose un football attrayant. C'est ce que j'essaye de mettre en place et j'espère que les gens qui sont venus à l'Alliance ont vu un match vivant Oh, avec c'est de régalé. l'intensité, Ouais, franchement. même si on a perdu. Oui, non, mais Moi, on, j'étais franchement, déçu. ouais, on a vu du football. Ouais. Mais au moins, on voit des joueuses qui s'investissent, qui s'engagent, qui donnent beaucoup pour ce maillot et je pense que ça va payer. J'ai pas arrêté d'embêter Leandra d'ailleurs, j'étais à côté d'elle. Elle avait du J'étais mal à la écrire seule à son papier. travailler, c'était terrible. Parce que je commentais tout, effectivement. Laurent, les objectifs maintenant pour cette équipe de France féminine, tu as parlé, il y a la Ligue des Nations, puis le Championnat d'Europe, c'est deux compétitions quasi identiques, hein, mais sur pas le même temps. En fait, c'est quasiment 2 championnats d'Europe. Il y en a un qui va s'appeler Euro et puis l'autre Ligue des Nations. Un format sur la Ligue des Nations où on a 6 matchs et une phase de poule qui est étalée sur 4 mois, donc un peu plus longue, mais un accès direct aux demi-finales, qui cette année seront sur un format match aller-retour, demi-finale et match aller-retour finale ou 3e place. Et un Euro très condensé sur une courte période d'1 mois, au mois de juillet en Suisse, où la phase de groupe c'est 3 matchs, et là, accès quart de finale, demi-finale, finale. Donc, c'est 2 compétitions très relevées sur lesquelles il faut attacher autant d'importance. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Et notre objectif, c'est d'aller chercher un trophée au minimum. Sûrement que même la première va conditionner la deuxième. La première va, oui, conditionner un peu la deuxième, en sachant que la deuxième peut être au milieu de la première. Ah oui, si tu qualifié pour... En fait, il faut finir premier de la poule, et on va dire que la phase de groupe de la première va préparer l'Euro, en quelque sorte. Et l'Euro pourrait préparer la phase finale de peut Ligue des aussi Nations. voilà, nous permettre quelque chose de fantastique. Voilà, donc au niveau mental, au niveau préparation de ces matchs-là, on va dire que c'est vraiment 2 compétitions qui s'imbriquent l'une dans l'autre. En tant qu'adjointe, tu avais créé forcément des relations un peu différentes avec les joueuses. Et après, il y a ce rôle de sélectionneur, ce costume qui est un peu différent. Comment tu es passé, qu'est-ce que tu as fait justement pour passer d'un cap-là à un autre? Première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé à leur rencontre, parce qu'après les Jeux Olympiques, le mois d'août a été difficile pour tout le monde. Et donc, j'ai passé du temps avec elles. Et j'en ai vu 45 de visu, en France et en Europe. Et puis d'autres en Zoom, qui étaient un peu plus loin. Et voilà, pour faire passer un message positif, leur montrer la confiance que j'ai en elles et leur dire que voilà, j'ai pas changé. Pas parce que je suis adjoint ou numéro 1, l'homme il reste le même, avec ses valeurs, avec ses principes, avec sa philosophie de vie, mais aussi ce qu'on est sur le terrain, comme on l'est en dehors. Peut-être leur regard pouvait changer vis-à-vis de moi, forcément il va changer parce que d'un seul coup j'ai plus de responsabilités et je prends des décisions. Pour certaines ce sera des bonnes décisions, pour d'autres un peu moins, mais le but pour moi c'est d'être sincère et authentique avec elles et d'être juste, que les décisions soient positives ou moins positives pour elles. Vous pouviez être le confident, mais là c'est fini. D'une certaine façon, non. Des fois on dit que les adjoints sont un peu une oreille différente pour des J'ai joueurs ou des jamais joueuses. été trop loin non plus dans la confidentialité. Il faut toujours quand même garder une certaine distance quand on est dans le staff. Je dirais plutôt d'être convivial, d'être à leur écoute, de pouvoir faire remonter les informations au numéro 1. Et là, je les ai en direct, donc j'ai toujours le même rapport avec elles, c'est-à-dire que je reste accessible. Elles savent qu'elles peuvent me téléphoner à n'importe quel moment. Je me déplace beaucoup sur les matchs, je passe un peu de temps avec elles après les matchs. Quand il y a des moments difficiles, comme là par exemple Estelle Cascarino, qui malheureusement s'est rompu le ligament croisé durant ce match, ben voilà, de savoir quand elle va se faire opérer, je vais essayer de me rendre à son chevet pour lui apporter tout mon soutien. Voilà, d'être là dans les moments forts, mais d'être là aussi dans les moments les plus durs. Juste un petit mot sur les passerelles, par exemple, avec les sélectionneurs, Didier Deschamps, comment ça se passe? Vous échangez déjà, ça vous arrive? Je le connaissais pas personnellement avant ma nomination et j'ai fait la démarche de me rapprocher de lui. Je connaissais un petit peu mieux Guy Stéphane et effectivement, j'ai beaucoup apprécié les échanges qu'on a pu avoir. Il m'a donné quelques conseils. Son expérience, elle est riche quand même en tant que sélectionneur. Il a quand même tout gagné en tant que joueur, en tant que sélectionneur. Donc, faire l'impasse de quelques échanges avec lui aurait été une faute professionnelle de ma part. Et humaine aussi, parce que je considère que la relation humaine, elle est presque plus importante que la relation professionnelle.
Donc il m'envoie un petit message et je lui envoie des petits messages avant et après chaque match et j'apprécie beaucoup. Ouais, quand on est sélectionneur de l'équipe de France, on est tous dans le même bateau, que ce soit les hommes, les femmes, Tout à fait. les espoirs. Voilà, on travaille pour Tout à fait. l'équipe de France. On en s'était général. rendu d'ailleurs tout le staff. J'avais organisé une réunion avec tout le staff à la fédération le jour du match de France-Israël et donc on était allé voir le match pour les supporter. Et du coup, Didier Deschamps, Hervé Renard et maintenant vous, pour être coach des sélections nationales, il faut avoir un lien avec la Côte d'Azur en fait. C'est ça le secret. visiblement. Peut-être. qui Faut être sait. du Sud. Bon, en tous les cas, on suivra attentivement, Laurent, effectivement, cette Ligue des Nations et ce championnat d'Europe l'été prochain. On te souhaite bonne chance Merci. dans ton parcours. Et enfin, tu as raison, un titre, pourquoi pas, pour cette équipe. C'est vrai que ça ferait pas mal plaisir à tout le monde et à tous les supporters français. On va parler à présent de cette rencontre de samedi 19h face au Havre du côté de l'Alliance Riviera. Est-ce que ce sera Noël avant l'heure pour les Aiglons? Parce que c'est le match de Noël. Il n'y en aura pas d'autre à l'Alliance d'ici la trêve, puisque l'OGC Nice jouera contre Corté en Coupe de France. Le match est fixé au samedi 21, je crois. je crois, 21, c'est ça, samedi 18h. 21. À 21, 18h, on ne sait pas encore où ça se jouera, si c'est à Bastia ou à Ajaccio, mais en tous les cas, avant, eh bien, il y a cette rencontre face au Havre, le Havre de Didier Digard. On va regarder le classement de la Ligue 1, l'OGC Nice qui s'est un tout petit peu éloigné eh bien bah non, pas tant que ça en fait, non, Non. puisque avec 6e, avec 20 points, reste toujours à 3 points de la 4e place et des Lillois qui ont fait match nul contre Montpellier. Quand on regarde quand même, on se dit, il y avait peut-être un peu un revenir à 3 points là, de Marseille et de Monaco qui se sont entretués le week-end dernier. Bon, c'est dommage, quoi. Mais on se dit aussi que ça ressemble à un miracle hein, par rapport Peut-être à... toujours 6e. Ah oui, par rapport à tous les aléas auxquels font face Francaise et son staff, les joueurs, 13 ou 14 blessés, il me semble. Enfin, c'est hallucinant, quoi, franchement, ce qu'il a réussi à créer. Alors, Nice n'a pas la capacité de jouer sur les deux tableaux, ils sont plus en difficulté en Ligue Europa. Mais vraiment, je crois que c'est important quand même de le souligner, quoi. Ce qu'ils sont en train de faire, malgré tout, c'est assez impressionnant. Mais t'as raison. Il ne faut pas tomber dans un marasme, parce que Mm. là, on a vu Ouais. l'émission, on a l'impression que Ah la non. saison de l'OGC c'est Nice joyeux, là. est compliquée, mais pas du tout. Au contraire, ils arrivent à faire de belles choses malgré les vents contraires. Et on se dit, qu'est-ce que ça serait si le ciel était totalement bleu? C'est pour ça qu'il faut saluer aussi le travail de Francaise dans ces moments-là. Cette équipe du Havre, Will, tu as eu Didier Digard au téléphone cette semaine pour un très beau papier dans Nice Matin. Il appréhende un tout petit peu son retour sur la Côte d'Azur, Didier. On peut même pas dire un tout petit peu, il appréhende complètement. Parce qu'il est entier en fait. Didier, il s'est resté le même, hein, un homme loyal, fidèle et voué à l'OGC Nice en fait. C'est son club de cœur, comme le Havre était son club de cœur parce que c'est un club formateur. Il le dit au cours de l'interview, il part au bout de sa 10e année à l'OGC Nice pour arriver au Havre, faire sa 9e, qui l'amènera donc à sa 10e année au Havre. Donc il aura fait 20 ans de sa carrière, plus de la moitié de sa vie, entre Le Havre et Nice. Voilà, le résumé d'un homme fidèle, loyal, qui quand il aime un club, il aime à fond. Et donc, voilà, il me l'a dit tout de suite, il m'a dit, voilà, presque, c'est mieux d'avoir perdu contre Angers pour que je sois à fond focus sur le sportif. Parce que peut-être que s'il avait battu Angers, il y avait ce petit matelas sur la zone rouge et puis le sentiment du devoir accompli. Il serait un peu éparpillé. Parce que c'est son championnat contre Angers. Il aurait été un peu plus relâche et peut-être qu'il aurait été un peu plus envahi par les émotions parce que il me dit que vraiment ne pas aller d'aller dans le vestiaire visiteur, Il connaît pas. mais ça lui paraît fou en fait. c'est vraiment comme si t'habites dans un immeuble et tu rentres, au lieu de rentrer chez toi, tu vas chez le voisin. Ça va te paraître complètement fou. C'est ce qui lui arrive. Et voilà, il est pas mécontent aussi d'arriver que le jour du match. Comme ça, la veille, il aura pas trop non plus. De sollicitations. Voilà, et surtout la ville, retrouver ce truc. Donc, il viendra le jour du match et il sera focus sur son match et on lui souhaite le meilleur, même si on espère la victoire du gym. Ouais, compliqué à gérer cette dimension sentimentale, toujours, Laurent. Je l'ai vécu il y a 3 jours, 2 jours. Ouais, revenir quand, ici, un peu d'un sélectionneur, quoi. Mais j'étais dans le bon vestiaire. Ouais. Mais par contre, j'étais pas sur le bon banc. Et la veille, je dis mince, ils nous ont mis à gauche. Ah oui. Et j'aurais peut-être dû insister et me mettre à droite. Peut-être que ça t'avais nous le aurait choix. porté chance. Et je sais pas, parce que sur les matchs internationaux, en général, Ah, équipe. voilà, l'équipe qui reçoit a une position. Ouais.
Mais j'aurais peut-être dû insister vu que c'était pas un match officiel. Hmm. Peut-être ça m'aurait porté chance. Peut-être. Ouais. Will disait que c'est un homme entier et je trouve que juste le fait qu'ils disent j'appréhende, etc., en fait, ça le prouve parce que tu en as tellement, coach ou joueurs, qui vont être dans la langue de bois, qui vont pas vouloir montrer le côté potentiellement faible de non, j'appréhende pas, je suis là, j'ai un nouveau club. Bon, bah là, il est entier, il te reconnaît. Puis je trouve que ça le rend d'autant plus humain, ça rend l'interview d'autant plus intéressante et c'est le moins en moins de cas. Je trouve que ça, c'est une belle preuve de sa fidélité, de son côté Mais on entier. n'est pas si Non, on étonné n'est que pas ça pareil, avec il a Didier toujours Digard, été c'est comme qu'il a ça. toujours été Il a effectivement, Il a jamais su Ouais. et il le fera il jamais n'est pas dans la langue langue de bois. Ouais. Et on s'en rappelle hein, quand il y a eu, quand j'étais à la tête de l'OGC Nice, il y avait notamment l'histoire Galtier. Lui, il n'a jamais, Il s'est jamais caché. Il s'est jamais caché. Il a toujours parlé. Et voilà, ça peut-être même des fois lui apporter préjudice. Mais encore Il est une comme fois, Didier reste Didier et qu'il soit à Nice, au Havre. Et c'est la première fois qu'il va affronter son club de cœur, puisqu'il n'avait jamais joué contre le Havre, ni en coach ni en joueur. Donc c'est la première fois qu'il se retrouve adversaire à son club de cœur. Didier Digard, on va en reparler dans le Souviens-toi tout à l'heure. On parlera du Didier joueur à l'OGC Nice. On va juste écouter auparavant Francaise qui nous parle de cette équipe du Havre. Comme toutes les équipes qui ont peu été renouvelées parce qu'ils ont aussi des difficultés, ils l'ont bien exprimé et à juste titre sur le plan financier, même s'ils ne sont pas les seuls en Ligue 1 qui ont des difficultés sur le plan financier, mais je pense voilà, une équipe qui s'accroche, qui a des valeurs, qui a quand même une équipe proche de l'année dernière et très proche, presque identique, avec de la qualité, parce que l'année dernière, je le sais pour les avoir rencontrés 2 fois, c'était des matchs à chaque fois difficiles. Donc je ne doute pas qu'on aura de nouveau un match difficile et c'est une équipe qui a aussi des points forts. Il faudra qu'on soit meilleur de ce qu'on peut faire samedi. Voilà donc pour Francaise et ce match face au Havre. On va passer à la compo probable. Mon cher Will, là aussi, bonne chance pour cette compo probable avec toutes les absences. J'étais en train de penser qu'on devrait peut-être bientôt Dans le micro. rebaptiser ce thème, c'est la compo possible. C'est vrai. Mais C'est vrai. Pisoli Hop, est toujours là. allez, on y va pour ce Nice-Le Havre. Alors Nice-Le Havre, Boulka dans les buts, ça au moins on n'a pas trop de surprises. Donc la défense, Loucher et Nanjou qui ont été plutôt un peu performants à Lyon malgré tout pour deux latéraux de 21 et 19 ans et la situation compliquée, ils ont plutôt fait ce qu'il fallait. Pourquoi Rosario à côté de Bombito? Parce que le coach l'a dit, Abdelmonem et Hicham Boudaoui ont été malades toute cette semaine. Ils ne se sont pas encore entraînés. Il espérait les voir s'entraîner demain, aujourd'hui courir. Donc, vu les difficultés en plus déjà qu'a Abdelmonem de son côté dans l'acclimatation, peut-être que ce serait moins risqué d'associer Rosario à Bombito, même si Rosario n'est pas non plus dans la forme de sa vie actuellement. Mais que faire? Ou ne pas mettre un jeune de 17 ans, Doumbouya, C'est une possibilité, il en a parlé le coach. C'est une possibilité, mais je n'y crois pas vraiment, même si... ça ferait quand même Nanjou et Doumbouya, deux Ça fait- gamins dans ouais. une défense à 4, c'est Loucher compliqué. qui n'est pas non plus Voilà, qui est vieux, pas non Bombito plus- qui est jeune aussi. Voilà. Enfin, bon, bref. Donc, bon. Juste un petit mot sur Nanjou, il n'a pas sa photo parce qu'il n'a pas fait le médiadé, lui, c'est un Oui, jeune joueur. et puis hein. il n'est pas dans le groupe pro Ouais, en il est fait pas à dans la le base, groupe pro, il est hein, dans le donc groupe c'est pour ça élite, qu'on n'a donc pas je lui Qui ferai, nous excuse, je lui Naël. ferai une petite photo en zone mixte Voilà, pour scope. alimenter. samedi et on fournira ça à Philippe Bertini. Alors, toujours pas de Bar et d'Abdi non plus. On pensait qu'Abdi Non, on pourrait pensait, revenir. et Ouais. Abdi, dans le communiqué du club, il a rechuté. Rechuté de ça, ouais, Voilà, ouais. les douleurs sont revenues, alors qu'il était plutôt dans des sensations qu'on espérait qu'il puisse revenir. Idem pour Klaus, c'est encore un peu Klaus qui sera peut-être lui un peu plus proche d'un retour face à l'Union Saint-Gilloise. face à l'Union Saint-Gilloise. Au milieu de terrain, Pardon. Milieu de terrain, encore une fois, voilà, le retrait de Rosario fait qu'il manque une place au milieu. Le petit camarade a déjà joué 2 fois. lui, il a sa photo, lui, il a de la chance. Il a sa photo, mais lui, il est dans le groupe pro. Ouais. Et ouais. Et puisqu'il a signé pro. Et voilà, c'est le petit élément qui pourrait venir accompagner Hicham Boudaoui, donc qui a été malade, mais en même temps, quelle autre solution? Et Tanguy Ndombele, qui a fait une grosse demi-heure techniquement à Lyon.
Puis après, ça a été plus compliqué. Avec cette image où il casse les reins de Vertou, là, le pauvre. Mais Oh après, là Vertou là. revient lui chipper le ballon parce que Puis le personne plus beau dans cette parle à image, Ndombele. c'est Nanju. C'est Nandjou qui est choqué. Non, qui rigole. Ah oui, qui rigole. Qui se marre. Qui se marre. Mais quel crochet de Ndombele. En attaque. Et en attaque, il va manquer Shaw, donc blessé pendant un petit moment. Donc dans ce couloir droit, je mets une petite pièce sur Badreddine plutôt que Gaëtan Laborde. Parce que Buonanni est capable d'amener un peu de la percussion balle au pied. Et la qualité de frappe, il a montré sur un superbe coup franc contre Glasgow. Il manque de régularité au cœur d'un même match, Buonanni, parce qu'il y a des petites choses intéressantes, mais peut-être qu'avec l'association Guessant et Diop, ça peut être très intéressant face au Havre. À noter le retour dans le groupe de Jérémy Boga, mais peut-être un petit peu juste. Oui, trop juste à mon avis pour jouer, surtout pour qu'on débuter. rattaque sur Ouais. une semaine à 3 matchs avec Le Havre, Saint-Gilloise et Montpellier. Voilà donc pour la compo possible, comme tu l'as dit, si bien dit, mon cher Will, de ce Nice-Le Havre. C'est donc samedi à 19h à l'Alliance Riviera. On espère que vous serez nombreux à venir au stade parce que l'OGC Nice a besoin, une nouvelle fois, de vos encouragements. Et que c'est le match de Noël. Quand je dis aussi un club fort, un club institution, un club soudé avec son public, je pense qu'aujourd'hui, le public niçois est un public d'événementiel. Il est là dans les grands matchs, il est là dans les grands rendez-vous. Et j'aimerais peut-être que le match de Noël soit aussi un rendez-vous maintenant à Nice. Et le club fait des efforts Oui, il y a le Caïn incommensurables. Tour, il y a Là, des il y a collectes. surtout le billet à 1 euro pour les enfants. Ouais. Donc, juste avant Noël, pour le match de Noël, faites un effort, amenez les gamins. Et puis, dans des circonstances comme ça de fête, s'il y a grand match, s'il y a belle ambiance, ça vous donnera envie de revenir. Donc, je fais vraiment un appel aux Niçois en se disant, voilà, si vraiment on est dans l'identité, j'ai parlé de ça cette semaine à France Bleu, on est dans la culture un peu, on nous aime pas mais on s'en fout, même Baptiste ou Nissart. Oui, mais soyons aussi vraiment niçois et donnons-nous des rendez-vous comme ça. Et je pense qu'un match de Noël à domicile, c'est un bon rendez-vous pour lancer quelque chose de... Franck Hayes et son équipe le méritent. Ouais, ils en ont besoin, surtout. Les places à 1 euro, c'est bien, comme dit Will, parce qu'avant Noël, on peut aussi comprendre que les gens n'ont pas forcément les moyens d'y aller à 4 ou 5. Donc Mais là, c'est pour ça que une le club bonne- fait des efforts. belle démarche. Donc, Et saluons ces efforts-là. Effectivement, donc tous nombreux au stade samedi soir. On va terminer par le Souviens-toi. Et c'est pas Vivien, je me suis trompé. Tu ne t'en souvenais plus? Et oui, parce qu'on a changé au dernier moment. C'est Léandra qui va faire le La Souviens-toi. feinte. On y va. Et pas Toine. C'est pas Souviens-toi. Pardonne-moi, ma chère Léandra. Je te pardonne et je te demande de l'indulgence parce que c'est mon premier Et souviens-toi, oui, figure-toi. mais moi j'aime ça. Elle paiera son coup derrière, du coup. Pour Et lui, il est toujours à l'affût. hein. Mais il les paye pas. Tu vois, lui il est toujours là pour gratter. Et quand il fait payer, par contre, il s'oublie. J'aurais pas dû lancer Will. Ah, C'est bon, on Ah, t'a mais fait tu as le payé ton costume coup en après direct. l'émission. C'est là. parti. Je sens que Laurent, il a envie de boire un coup aussi. Allez, on y va. Didier Digard, joueur. Et oui, Didier Digard, joueur. Donc Didier Digard, il faut savoir qu'il s'est révélé donc, au centre de formation du Havre, où il l'a dit. Ensuite, il y a une année au PSG qui commence bien, qui se termine un peu moins bien. Et puis un transfert à Middlesbrough. Et donc, c'est en provenance de Middlesbrough, qui vient d'être relégué en Championship, que Didier arrive à Nice le 8 janvier 2010. Oh, j'y étais. Ça rajeunit pas, ça. Oh, lui, J'étais à cette changé. connerie. Il a changé. Ah là là. Donc il a 24 ans. C'est Eric Roy qui est alors directeur sportif qui le fait venir. Eric Roy qui ensuite deviendra entraîneur et qui en fera son capitaine. Voilà. Donc Didier Digard, il joue son premier match avec Nice seulement 2 jours après son arrivée. Et c'est vraiment un match qui restera pas dans les souvenirs. C'est une élimination en Coupe de France contre Plabennec, équipe de nationale. Oh, malheur. Nice arrive 3 heures avant le début du coup d'envoi, ils sont jamais catastrophique. arrivés, même, je On voit crois. la neige, on voit la neige d'ailleurs derrière, le terrain ouais. déneigé la veille, donc vraiment un traquenard et Nice tombe en plein dedans. Avec Anthony Mounier. L'image rend pas service non plus à Didier Digard. A priori, Oui, là, il Non, s'est là, passé il sur le a crochet, fait je crois. il joue 75 minutes. Et ensuite, donc, il y a le premier match de Ligue 1 contre Montpellier. Encore une défaite, donc ça commence pas très bien. Et ça, c'est au Louis II, ça. Oui, Ouais. ça c'est après. Ça, vous verrez, en fait, c'est son premier but avec Nice contre Monaco. Un coup franc plein axe. Il n'avait pas marqué depuis 3 ans, donc c'est important pour lui aussi ce moment-là. Et en fait, Didier Digard, petit à petit, il fait sa place très rapidement. Hein. Ça devient un titulaire assez indiscutable, mais toujours pénalisé par quelques blessures. Parce que en fait, il arrive en prêt pour 6 mois. Il se blesse à la fin de la saison, et pourtant Nice fait l'effort et dit nous on veut le garder, et Didier Digard fait aussi d'importants efforts financiers
pour consentir Ouais, parce qu'à l'époque, au deuxième prêt. t'avais C'est- pas c'était Ineos pas et Ineos. t'arrivais Non. dans Middlesbrough où tu devais lui C'était donner un peu encore d'argent. Schallerman et C'est ça. la douche À l'eau froide. à l'eau froide. Donc en fait, il enchaîne un deuxième prêt, une deuxième saison de prêt. Enfin, Ouais. il enchaîne pour une saison supplémentaire. Tout se passe très bien, vraiment titulaire indiscutable, capitaine, leader de vestiaire. J'ai des petits mots de Vincent Minichini justement qui écrit: au sein du vestiaire, sa voix porte, ses mots claquent, sa maturité déconcerte. Avec lui, il n'y aura pas de parole en l'air ni de faux semblants. Il aime ou il n'aime pas. Et je pense que c'est un bon résumé de Didier Digard à l'OGC Nice, qui signe définitivement à l'été 2011 pour 800 000 euros et qui restera en fait finalement 6 ans à En tant que l'OGC joueur. Nice, qui en fait pendant ces 6 années vraiment se crée une fibre niçoise auprès de René Marsiglia, auprès d'Éric Roy, Auprès de Fred Joria. auprès de Fred Joria, René Marsiglia avec qui il obtient le maintien avec 4-3, avec cette victoire 4-3 à Lyon, et vraiment il dira je l'aime comme un père. Donc c'est très intéressant. Donc il a vécu des maintiens difficiles à la dernière minute, dernière journée. Tu voulais dire Non, vas-y, vas-y. Il a aussi vécu une qualification en Coupe d'Europe, en Ligue Europa, avec cette magnifique 4e place où il est un grand artisan de cette année-là, sous Avec Claude Claude Puel. Puel. Et par contre, son regret éternel et son seul regret à C'est Nice, pas c'est l'avoir cette élimination en barrage la saison suivante contre l'Apollon Limassol. Donc ça, Ouais. c'est vraiment resté De- comme Sinistre mémoire. une vraie blessure. Mais bon, Didier Digard, voilà, c'est un joueur qui a marqué donc, par son leadership. Et aussi, c'était vraiment hyper actif dans l'entrejeu, un soldat milieu défensif de grand talent. Quand je dis qu'il manque des gens aujourd'hui pour représenter, incarner ce club, Didier Digard, c'était le parfait exemple en tant que joueur et même après. C'est sa loyauté envers les hommes, ce qu'il a fait avec René Marsiglia, ce qu'il a noué avec Fred Joria. Ça m'émeut même. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas niçois foncièrement, mais qui l'est devenu et qui l'est vraiment, et qui le sera toute sa vie. Et ça, dans le football, c'est pas courant. Et il a vécu aussi des saisons terribles. Nous, on est vraiment purement supporters à ce moment-là. C'était le gym laborieux, c'était le gym qui se battait tous les ans pour le maintien. Et tu avais des soldats comme Didier qui étaient là, qui bataillaient, qui jouaient défenseur central, qui jouaient milieu qui jouaient en 6, qui jouaient des fois plus haut s'il fallait, qui étaient partout où il fallait, où on avait besoin de lui. Et voilà. Et je me rappelle, Auré, il y avait des gens qui le critiquaient parce qu'il était blessé, parce qu'il était un peu lent. Mais sans Didier, je pense que l'OGC Nice peut-être n'aurait pas eu la chance d'avoir un Jean-Pierre River qui arrive en 2011 pour injecter de l'argent et faire du gym ce qu'il est aujourd'hui. Et surmonter toutes les blessures, hein, c'est vrai. Même voilà, à chaque fois, ces saisons, elles étaient pénalisées, mais au final, il arrivait toujours à revenir et à garder cette place de capitaine et de leader Et même quand c'était chaud avec les supporters aussi, c'était celui qui se défilait pas. Parfois même avec ses coéquipiers. Parfois avec ses coéquipiers, il s'est déjà attrapé avec un coéquipier tête à tête, oui, c'est vrai. Mais avec les supporters aussi, je me rappelle des supporters qui étaient venus un peu les chahuter. Il était venu et il leur avait répondu et il n'y a plus personne qui mouftait après. Et tu parlais de la relation qu'il a nouée avec les hommes. J'encourage les gens, quand l'émission paraîtra, s'il n'est pas trop tard, à lire l'interview qui t'a accordée aussi sur sa relation avec Kevin Haney. On va pas tout dire pour que les gens aient l'occasion de le découvrir par eux-mêmes, mais c'est aussi un bon résumé de la personne. Je pense que ça sera un bon moment aussi samedi quand Kevin va apparaître à l'écran. À la Didier, l'Alliance, Kevin à l'écran, ça va être beau. Bon. Un petit mot en revenant sur Didier Digard, parce que lui, il commence sa carrière d'entraîneur. Il a fait quand même des bonnes choses quand il est passé par Nice. Voilà, il s'est lancé dans cette carrière-là avec Le Havre. C'est pas facile parce qu'il arrive, comme l'a dit tout à l'heure Francaise, dans un club qui a peu de moyens. Mais voilà, il faut répondre présent malgré tout pour assurer ce maintien. Ouais, il a fait de très bonnes choses quand il a assuré l'intérim. Malheureusement, il n'avait pas le diplôme et c'est jamais facile. Il a obtenu son diplôme, il a travaillé. Et là, avec Le Havre, je pense qu'il va réussir parce que c'est quelqu'un qui est capable de mettre les mains dans le cambouis quand il faut. Et il a une relation aussi très proche avec Mathieu Bodmer. Donc moi, je suis allé au Havre pour la section féminine, mais j'ai eu l'occasion de manger aussi avec eux en tant qu'ancien niçois. Et on sent vraiment qu'il y a une unité, une solidarité. Et ça, c'est important quand on est dans les moments difficiles, qu'il n'y ait pas le moindre écart de discours entre les uns et les autres. Et il a tout le soutien de Mathieu avec lui, il a son staff. Et quand il y a ça, je pense qu'il va réussir sa mission. Sur sa mission, on souhaite évidemment que l'OGC Nice batte Le Havre
samedi soir et qu'il assure le maintien derrière. Mais Ça, c'est sûr. quand on parle de son amour du club et de cette solidarité aussi, il y a une anecdote qui résume bien. C'est-à-dire qu'en fait, il savait qu'il ne serait pas prolongé, que son aventure allait se terminer avec Nice en 2015, donc à la fin de la saison. Et le 16 mai, il marque un but importantissime, son 6e et dernier but contre Lens. Et en fait, c'est le but à la 37e journée qui officialise le maintien de l'OGC Nice. Et il jouera son dernier match la semaine d'après, son 165e et dernier match les couleurs de l'OGC Nice, avant de partir libre au Betis Séville. Voilà. Donc, Eric ça, Roy a encore eu du flair en le faisant venir. On parle souvent des bons coups d'Eric Roy, ça en fait partie du coup. Oui, c'est vrai que c'est un joli coup réalisé par Eric Roy, directeur sportif à l'époque. Laurent, merci beaucoup. Merci. Merci, tu es chez toi sur ce plateau, hein, tu le sais. Ouais, hein, c'est tu- toujours un plaisir. Bah de oui, venir. nous aussi, de te recevoir à chaque fois. Bon courage et bonne chance donc avec cette équipe de France féminine. On va suivre tout cela, évidemment. On croise les doigts pour la Ligue des Nations et pour le championnat d'Europe. Peut-être que tu reviendras d'ici là, on ne sait jamais, pour nous parler Il de tout revient ça. avec la coupe. Oui, voilà, avec la coupe. On l'avait déjà dit pour les Jeux Olympiques, C'est mais vrai, bah, c'est un peu... Ah, merde. C'est un peu coincé, donc c'est pour ça que je voulais pas le dire. on la refait. Vivien, Will, Léandra, merci beaucoup. Bon match Merci à tous. samedi. Merci à toi, Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini, Chloé Voirgard à la préparation et à la réalisation de cette émission. Tous au stade samedi soir pour le Nice, Le Havre. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour débriefer le match contre l'Union Saint-Gilloise, très important en Ligue Europa et l'avant-match face à Montpellier. Bonne fin de semaine à tous. À très bientôt. Bye bye.